à tous et bienvenue dans Pitch, votre nouvelle émission quotidienne. L'invité que je reçois ce soir se pose des questions fondamentales depuis plus de 30 ans. Pourquoi l'homme a-t-il une conscience et comment fonctionne-t-elle ? Bonjour Axel Clermence. Bonjour. Alors si je devais résumer votre parcours, je pourrais dire que vous avez grandi à Bruxelles. Adolescent, vous étiez passionné par la philosophie et la biologie, mais c'est finalement la psychologie que vous avez décidé d'étudier à l'Université libre de Bruxelles. À la fin de vos études, vous partez aux États-Unis, à Pittsburgh, et vous y accomplissez un doctorat. C'est d'ailleurs les travaux qui marquent le début de votre carrière. Alors comprendre les mécanismes de la conscience, ce n'est pas simple. Vous enchaînez les expériences et publiez de nombreux articles, ce qui nous donne un parcours professionnel très impressionnant, un CV qui tient en 48 pages tout de même et qui se finit ironiquement en 2047, une année pas banale puisque vous prédisez votre propre mort suite à un accident vasculaire cérébral, je cite, juste après avoir percé les mystères de la conscience. Votre défi ce soir, Axel Clermence, ce sera de faire plus court. Vous ne disposez plus de 28 ans, mais bien de 7 minutes pour nous résumer vos travaux de recherche. Le plateau est à vous et moi je vous retrouve juste après votre pitch. Merci. Imaginez que vous soyez au bois de la Cambre par un beau matin d'automne et vous êtes là en train de percevoir les couleurs merveilleuses des feuilles. Vous sentez sur votre peau la chaleur des rayons du soleil et vous sentez dans l'air une certaine humidité liée à la rosée. Toutes ces sensations se combinent avec les émotions que vous ressentez. Vous êtes heureux d'être là. Ces sensations, ces émotions suscitent également des pensées. Vous dites, quelle bonne idée d'être venu ici en ce beau matin d'automne. Et l'ensemble de ces états mentaux, l'ensemble de ces sensations, de ces émotions, de ces pensées que vous avez, sont produites par votre cerveau. Et on sait que ce cerveau est à peu près l'objet le plus complexe que l'on connaisse dans l'univers, puisqu'il est composé de 88 milliards de neurones hyper connectés entre eux, dont l'activité produise l'effet que cela vous fait d'être vous à un moment particulier, c'est-à-dire la conscience que vous avez du monde. Et comprendre la manière dont l'activité biologique du cerveau produit ces états mentaux est considéré aujourd'hui comme un des plus grands défis scientifiques du XXIe siècle, au même titre que d'autres grandes questions sans réponse, comme l'origine de la vie ou l'origine de l'univers. Dans tous les cas, il s'agit de problèmes auxquels on ne sait pas vraiment encore comment il faut penser. La conscience est évidemment un vieux problème, elle intéresse les philosophes depuis longtemps, et nous avons ici le philosophe John Searle, un philosophe américain, qui a écrit ceci. Qu'est-ce que la conscience ? La conscience consiste en tous ces états de sensation, de sentiment ou de sensibilité qui commencent le matin quand on s'éveille d'un sommeil sans rêve et qui perdurent tout au long de la journée jusqu'au moment où on tombe dans un coma, où nous mourons, où nous endormons à nouveau ou devenons d'une autre manière inconscients. Searle ne nous dit pas grand-chose avec cette définition, mais elle met en exergue le fait que la conscience accompagne chacun de nos instants d'éveil. C'est une donnée immédiate de notre présence au monde. Un autre philosophe américain, Thomas Nagel, a écrit un article célèbre en 1974 qu'il a intitulé « Quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris ?» Et la question que Nagel pose dans cet article célèbre en philosophie de l'esprit, c'est de déterminer ce que l'on peut apprendre à propos des rapports entre le cerveau d'une chauve-souris et ce que cela fait d'être cette chauve-souris. Et Nagel nous dit, on aurait beau tout comprendre du fonctionnement du cerveau d'une chauve-souris, on n'en saurait toujours pas davantage sur l'effet que cela fait à cette chauve-souris de chasser des insectes au crépuscule. La conscience, c'est un phénomène privé. À première vue, seul moi ai accès à mes propres états mentaux. La conscience est aussi un phénomène constructiviste. Elle nous donne l'illusion de percevoir des choses qui ne sont pas là, comme dans cette très belle illusion de mouvement. On peut imprimer cette image sur une feuille de papier et ça fonctionnera aussi. Vous devriez percevoir du mouvement dans ces cercles qui vous donnent l'impression de tourner à la périphérie de votre champ visuel. Il y a donc quelque chose qui se passe dans votre tête qui ne se trouve pas dans le monde extérieur. Si vous faites l'expérience d'une illusion visuelle, votre conscience vous donne à voir quelque chose qui n'est pas là. Parfois, c'est l'inverse. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde et que vous ne percevez pas, comme ici, dans ces deux illustrations qui montrent le début et la fin d'un film que l'on montre aux participants. Ça dure 12 secondes et vous voyez que l'acteur central change d'expression, d'une expression neutre à une expression où il sourit. Quand on montre ce changement
mais qui est très très lent entre ces deux expressions faciales, les personnes ne détectent pas qu'il y a un changement. On appelle ce phénomène la cécité au changement. Il se passe quelque chose dans le film qui ne pénètre pas dans la conscience que vous en avez. Un autre exemple, probablement un des plus spectaculaires, c'est cette illusion de couleur. Dans cette illustration, vous voyez que les cases A et B vous paraissent comme étant de teintes tout à fait différentes, alors qu'en réalité, si vous masquez tous les éléments contextuels, vous verrez qu'elles ont exactement la même couleur. Comment cela se fait-il? Eh bien, le système visuel corrige automatiquement la teinte du carré B, parce qu'il sait que ce carré se trouve dans l'ombre portée par le cylindre. D'autre part, il y a des connaissances de haut niveau qui sont liées à la connaissance que nous avons de la structure des damiers. Et tout ça fait qu'on a l'illusion ici que les deux cases sont de teintes tout à fait différentes, alors qu'en réalité, elles ont exactement la même teinte de gris. Voilà une illusion fantastique qui illustre comment la réalité que nous percevons est une sorte d'illusion. Il y a des choses que nous voyons qui ne sont pas là, il y a des choses que nous devrions voir qui sont dans le monde, mais que nous ne percevons pas, et enfin, nous voyons des différences là où il n'y en a pas. Tout cela fait dire à un de mes bons collègues, Anil Seth, que nous hallucinons tout le temps et que la réalité est une forme d'hallucination collective. Alors, comment comprendre tous ces mécanismes? Il y a deux grandes idées dans le domaine de la conscience. La première, c'est la théorie de l'espace de travail neural qui dit que le cerveau comporte toute une série de modules qui sont en compétition les uns avec les autres et qui peuvent être connectés à cet espace de travail neural qui rend leur contenu disponible globalement pour le cerveau. La conscience, d'après cette théorie, c'est la célébrité dans le cerveau, en quelque sorte. C'est le résultat d'une compétition neurale qui fait qu'à certains moments donnés, une certaine représentation domine votre expérience, et c'est de cela dont nous sommes conscients. Première grande idée, la conscience, c'est la célébrité dans le cerveau. Deuxième grande idée que l'on doit au philosophe américain David Rosenthal, c'est ce qu'il appelle la théorie des pensées d'ordre supérieur. Rosenthal nous dit « la conscience implique toujours que l'on soit conscient de notre propre conscience ». Et donc, quand je perçois quelque chose dans le monde, par exemple, je ne serai pas conscient de cette perception, à moins qu'il n'y ait ce que Rosenthal appelle une pensée d'ordre supérieur, dont le contenu serait « je suis maintenant conscient d'être en train de percevoir cela ». Nous ne sommes pas conscients de ces pensées d'ordre supérieur, mais leur existence nous rend conscients des contenus des représentations cibles. Je pense, quant à moi, que la conscience est quelque chose que le cerveau apprend. Je pense que la conscience est un phénomène qui se construit petit à petit au fil des interactions constantes que nous avons avec nous-mêmes, avec le monde et avec autrui. Et donc, dans ce sens-là, je pense que le cerveau apprend à redécrire sa propre activité à lui-même. Il apprend, quelque part, à devenir conscient. Et il y a beaucoup de démonstrations qui suggèrent que le cerveau est en effet un organe extraordinairement plastique. Ici, les chercheurs ont collaboré avec un patient qui est en attente d'une chirurgie en vue de corriger une épilepsie, qu'on a implanté avec des électrodes qui pénètrent profondément dans son cerveau et qui permettent d'enregistrer l'activité de neurones individuels. Et ce qu'ils ont fait, c'est montrer des centaines de photographies à ce patient, et ils se sont rendus compte qu'un neurone dans le cerveau de ce patient répond à la présentation d'une image de l'actrice américaine Halle Berry. On a donc dans le cerveau de ce patient un neurone dont la seule fonction est de réagir quand il voit une photographie de l'actrice américaine Halle Berry. Voilà bien la démonstration que chaque expérience que nous vivons, que chaque chose dont nous faisons l'expérience s'inscrit littéralement dans la matière biologique de notre cerveau. En conclusion, la conscience est l'un des problèmes scientifiques les plus importants aujourd'hui. Un problème à propos duquel on ne sait pas encore comment il faut penser. L'étude scientifique de la conscience exige que l'on combine données subjectives et objectives dans une perspective interdisciplinaire qui implique des philosophes, des neuroscientifiques, des psychologues et aussi des chercheurs en intelligence artificielle. L'esprit est juste ce que fait le cerveau, mais le cerveau est juste le résultat de vos interactions tout au long de votre existence avec vous-même, avec le monde et avec autrui. Merci beaucoup pour ces explications. La première question que je me pose, et peut-être que vous la posez chez vous également, c'est l'idée de se dire, mais est-ce que le fait de mieux connaître les mécanismes de la conscience, est-ce que ça n'apporte pas un certain danger? Est-ce qu'on ne la rend pas davantage manipulable?
Alors certes, plus on en comprend à propos de la manière dont on peut altérer, modifier les contenus de la conscience, plus on encourage effectivement des méthodes qui permettraient de manipuler la conscience. Mais je pense que c'est un petit peu une arme à double tranchant, c'est-à-dire que les recherches scientifiques vont aussi donner, dans cette perspective, la possibilité à chacun d'entre nous de se défendre justement contre ces tentatives de manipulation. Plus on en sait à propos du cerveau, plus on va pouvoir se défendre justement de ces tentatives de manipulation. Et ceci étant dit, je pense que les vieilles techniques de persuasion, la rhétorique, etc., ça marche encore mieux que tout ce que l'on pourrait imaginer faire à partir d'une manipulation de votre cerveau. Une fois que l'on maîtrisera tout à fait les outils qui permettent de définir la conscience chez l'homme, est-ce que vous pensez qu'on pourra transposer ces outils à d'autres êtres vivants, comme les plantes ou les animaux? Je sais que c'est une question très large. Si vous saviez nous donner la réponse en quelques mots. C'est une immense question qui est fascinante. La question est de savoir qui est conscient dans l'univers. Nous savons que nous sommes conscients. Les animaux sont-ils conscients? Les intuitions des uns et des autres diffèrent énormément par rapport à cette question. Moi, je suis persuadé que mon chat est conscient. Mais où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'un ver de terre est conscient? Je pense qu'on peut s'arrêter aux plantes parce qu'elles ne disposent pas d'un système nerveux. Et tout le monde s'accorde pour l'instant pour dire qu'un système nerveux, c'est indispensable pour produire des états mentaux. Eh bien, écoutez, Axel Clermans, un tout grand merci pour ce voyage au cœur de notre cerveau. On a appris beaucoup de choses, en tout cas. Et nous, on se retrouve avec un nouvel invité dans un prochain numéro de Pitch. À bientôt sur BX1.